S'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je ne peux pas marcher, supplia la femme, une PDG. Et c'est alors qu'un père célibataire a tout changé. La voix de la femme, tremblante de désespoir et de peur, résonnait dans la ruelle étroite et humide. L'eau de pluie brillait sur l'asphalte fissuré, s'accumulant en flaques sous son corps affaibli. Dans la lumière des phares d'une voiture qui l'éclairait par derrière, des silhouettes sombres apparurent. Leurs longues ombres se projetaient sur les murs, tels des monstres imminents. L'homme s'approchait lentement, sans hâte, respirant lourdement, les poings serrés. Elle se recroquevilla. Son tailleur blanc était maculé de boue et de larmes, et ses cheveux blonds collaient à son visage. Sa cheville gauche, tordue dans un angle contre nature, était très enflée. Elle grimaça en essayant de bouger, mais une douleur aiguë provoqua un nouveau flot de larmes. À ce moment, un homme grand et robuste apparut au coin de la rue, portant dans ses bras une petite fille emmitouflée dans un imperméable jaune délavé. Ses vêtements étaient usés, ses chaussures trempées, et son visage portait les marques de la fatigue. Mais en entendant cette voix brisée et déchirante, il s'arrêta. La fillette s'agita dans ses bras. « Papa, elle va mourir !» chuchota-t-elle. L'homme la posa doucement à terre. « Reste ici !» dit-il d'une voix douce mais ferme. Elle hocha la tête, serrant contre elle un petit lapin en peluche. Sans hésiter, il s'avança dans la ruelle. Sa voix résonna, basse et autoritaire. « Éloignez-vous d'elle !» Tout de suite, l'homme qui surplombait la femme se retourna, effrayé un instant. Une tension électrique emplit l'air, détrempé par la pluie. Le regard de l'inconnu était perçant, dur et inébranlable. Il y avait dans ce regard quelque chose qui arrêta l'agresseur, non pas la peur ou la rage, mais une assurance tranquille. L'agresseur potentiel recula d'un pas, puis d'un autre, et sans un mot, disparut dans l'ombre. La femme blonde cligna des yeux, incrédule. Quand l'homme s'approcha, son souffle se coupa. Son corps tremblait non seulement de douleur, mais aussi de choc. La petite fille, les yeux écarquillés, jeta un coup d'œil depuis l'entrée de la ruelle. Un éclair zébra le ciel, suivi d'un roulement de tonnerre. L'homme s'agenouilla à côté de la femme. Sa voix était maintenant douce. « Vous êtes en sécurité, je vais vous protéger. » Elle le regarda, les lèvres entr'ouvertes, incapable de prononcer un mot. Elle ne connaissait pas encore son nom, mais à cet instant, quelque chose changea. Et bien qu'elle ne pût se relever, battue et brisée, sa vie était sur le point de changer pour toujours. Tilafort vivait au 3e étage d'un immeuble délabré, où les murs semblaient murmurer les échos de vie depuis longtemps éteintes. À 31 ans, sa vie était déjà divisée en deux, avant et après la mort de sa femme. Un cancer l'avait emporté 2 ans plus tôt, rapidement et brutalement. Depuis lors, son monde tournait autour de Lily. Il travaillait comme réparateur de machines à laver et son salaire suffisait à peine à payer les factures et la nourriture. La plupart du temps, il avait affaire à des tuyaux rouillés et à de la lessive, mais il ne s'en plaignait jamais. Tant que Lily avait des craies, un repas chaud et un endroit sûr où dormir, il pouvait supporter les articulations douloureuses et les factures en retard. Autrefois, il portait un autre uniforme. Il était secouriste, pompier ambulancier, avec des nerfs d'acier et un cœur entraîné à courir vers le danger. Sur son bras gauche, une longue cicatrice rappelait un incendie dont il avait tiré une petite fille. Il n'en parlait jamais. Certains souvenirs ne sont pas faits pour être honorés. Ils doivent être portés en silence. Maintenant, il portait dans ses bras sa fille Lily, une fillette de 6 ans avec une tignasse de boucles et un rire capable de chasser toute tristesse. Elle n'allait jamais nulle part sans sa boîte de craie usée. Les couleurs rendent tout plus beau, aimait-elle dire. Elle remplissait leur maison de dessins, des fleurs, des arcs-en-ciel, des bons-sobs allumettes se tenant la main. Son monde était minuscule, mais éclatant. Ce soir de pluie, Tillet lui avait promis une friandise, un hot dog. Du kiosque du coin, si elle était sage au magasin. Il venait de tourner dans la ruelle pour prendre un raccourci quand ils l'entendirent le cri, la voix tremblante et suppliante d'une femme. Ce soir-là, Isabelle Murrow n'avait pas l'intention de fuir. Mais lorsque son fiancé, David Langston, le directeur financier de son entreprise, ferma à clé la porte de la chambre d'hôtel et commença à hausser le ton, quelque chose en elle se blisa. Depuis des mois, il faisait pression sur elle pour qu'elle lui cède le contrôle d'actifs essentiels de leur patrimoine commun. Le mariage faisait partie d'une stratégie commerciale conçue par son père pour asseoir leur domination dans le monde de la technologie. Mais Isabelle n'était pas faite pour une cage dorée. Elle dit non, et quand sa main agrippa son poignet, elle saisit l'ordinateur portable contenant des fichiers compromettants et s'enfuit pieds nus sous la pluie. Elle n'avait jamais couru comme ça de sa vie dans des ruelles sombres, le cœur battant comme celui d'une bête traquée.
Elle glissa, sa cheville se tordit et elle tomba lourdement sur le béton froid et humide. Mais elle serrait fermement l'ordinateur contre sa poitrine, comme si c'était sa seule bouée de sauvetage. Car c'était le cas, sa respiration était saccadée, la douleur à sa jambe brouillait sa vision. Son tailleur de créature blanc était ruiné, déchiré à l'épaule et trempé jusqu'aux os. Son téléphone était perdu quelque part dans la rue. L'homme en qui elle avait eu confiance se rapprochait. Elle entendait ses pas. Et c'est alors qu'elle le vit. Tillet la porta en silence. Au moment où ils arrivèrent à son immeuble, la pluie s'était transformée en un léger crachin. Le corps d'Isabelle tremblait de froid et de choc, mais elle serrait toujours son ordinateur portable contre elle. Sa prise ne faiblissait pas, malgré la douleur lancinante à sa cheville. Tiller ne disait rien. Il l'ajusta simplement dans ses bras pour mieux la protéger du vent. « Tout va bien », dit-il en la déposant délicatement sur le canapé. « Vous êtes en sécurité ici. » Un instant plus tard, Lily apparut sur la pointe des pieds dans l'embrasure de la porte, chaussée de ses bottes en caoutchouc. Elle tenait son lapin dans une main et regardait Isabelle avec curiosité. Son regard n'était pas effrayé, seulement sérieux, d'une gravité que seuls les enfants possèdent. Puis elle pencha la tête et demanda « Papa, pourquoi est-ce qu'elle pleure comme moi quand maman me manque ?» Tillet se figea, le souffle d'Isabelle se coupa. Elle se détourna, comme si ces mots avaient touché en elle quelque chose dont elle ignorait l'existence. Ses doigts se crispèrent sur le bord du canapé. Elle voulut parler, mais ne put. « Elle a eu une journée difficile, ma chérie, » dit doucement Tillet. « Parfois, les adultes pleurent aussi. » Lily hocha solennellement la tête et se dirigea vers sa chambre. Ses petites bottes couinaient à chaque pas. Tillet rapporta une serviette propre et la posa délicatement sur les épaules d'Isabelle. « Je vais vous préparer quelque chose de chaud. Du thé. »« D'accord. » Elle acquiesça en silence. Il disparut dans la cuisine. Isabelle s'adossa à un coussin, toujours humide et frigorifié. Sa cheville pulsait, mais son cœur souffrait encore plus. Elle avait connu des penthouse, des spas de luxe et des salles de conseil d'administration lambrissées d'acajou. Mais aucun de ces endroits ne ressemblait à celui-ci petit, imparfait, mais rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait nommer, et cela lui faisait peur. Au milieu de la nuit, Isabelle se réveilla en sursaut. La pièce était sombre, à l'exception d'une douce lueur provenant du couloir. Sa cheville pulsait toujours, mais la douleur était devenue supportable. Le silence régnait dans l'appartement, pas de sirène, pas de bruit de pas derrière elle, pas de cris. Elle s'assit, ne sachant pas depuis combien de temps elle dormait. La couverture qui la recouvrait glissa au sol. Son ordinateur portable, qu'elle n'avait pas lâché même dans son sommeil, était posé à côté d'elle. Un sentiment de culpabilité lui serra la poitrine. Elle avait fait irruption dans la vie d'un inconnu, tout chamboulé. Elle n'en avait pas le droit. Lentement, en se mordant la lèvre pour contenir la douleur, elle se leva, son pied touchant le sol. Elle boitilla jusqu'à la porte, espérant partir avant l'aube, sans mots, sans remerciements, juste disparaître. Mais en se penchant pour prendre ses chaussures près de la porte, elle s'arrêta. Elle n'était plus mouillée, mais soigneusement séchée et réparée. La semelle décollée avait été recousue avec des points nets et réguliers. À côté, une serviette pliée, fraîche et chaude. Et dessus, une petite feuille de papier sur laquelle était écrit, d'une écriture maladroite mais ferme, les mots suivants. « Votre jambe n'est pas encore guérie. Vous pouvez rester. Ce n'est rien. » Isabelle fixa longtemps le mot. Aucune condition, aucune attente, aucun prix à payer. Juste de la gentillesse. Elle se laissa lentement glisser au sol, le papier tremblant dans sa main. Toute sa vie, elle s'était battue pour prouver qu'elle était assez bonne, assez intelligente, assez forte. Mais ici, dans ce minuscule appartement avec une lame de parquet qui craquait près de l'évier et des dessins d'enfants sur les murs, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais connu dans son monde de tours de verre. Être acceptée simplement pour ce qu'elle était. Le lendemain matin, Isabelle fut réveillée par le sifflement discret de la bouilloire et le léger cliquetis des poêles dans la petite cuisine. Un instant, elle crut être encore dans son penthouse où le personnel préparait le petit déjeuner à heure fixe. Mais ensuite, elle vit le modeste canapé sous elle, les rideaux usés flottant au gré d'un courant d'air et les dessins collés sur tout le réfrigérateur. Elle n'était plus dans son monde. Tiller apparut avec une tasse fumante et la posa sur la table près d'elle. L'air s'emplit d'une odeur piquante de gingembre. « Buvez ça, dit-il d'une voix calme. Ça aidera à calmer la douleur. »
Elle s'assit lentement, testant sa cheville blessée. Elle pulsait toujours, mais l'enflure semblait avoir diminué. Elle prit une gorgée de thé, il était épicé, fort et étrangement réconfortant. « C'est vous qui avez préparé ça ?» demanda-t-elle, presque surprise. « Une vieille habitude, répondit-il en s'asseyant sur le bord de la table basse avec un rouleau de bandage. Du thé au gingembre, de l'eau claire, des mains fermes. Parfois c'est tout ce qu'il faut. » Sans plus de mots, il posa délicatement son pied sur ses genoux. Son contact était ferme mais prudent, jamais insistant. Il retira le vieux bandage, nettoya la plaie et commença à la penser de nouveau. Isabelle observait en silence. Pendant des années, elle avait été entourée d'assistants et de conseillers, mais aucun d'eux n'avait jamais pris soin d'elle de cette façon, avec patience, attention et sans rien attendre en retour. « Vous avez déjà fait ça ?» murmura-t-elle. Il hocha la tête. Sauvetage, incendie, accident. On apprend à rester calme, même quand tout s'effondre à l'intérieur. Son regard s'adoucit. Elle voulut en savoir plus, mais avant qu'elle ne puisse, il attrapa sa veste, déchirée après l'altercation dans la ruelle. Il sortit une petite trousse de couture d'une étagère et commença à enfiler du fil dans une aiguille. « Vous n'êtes pas obligé, commença-t-elle. « Je sais, l'interrompit-il doucement, mais ça vaut la peine d'être réparé. » Le fil était un peu irrégulier et les points imparfaits. Pourtant, il travaillait avec une telle concentration que quelque chose se dénoua dans la poitrine d'Isabelle. Les larmes montèrent, soudaines et incontrôlables. Elle cacha son visage dans ses mains, honteuse de sa faiblesse. Tiller s'arrêta. « Je vous ai fait mal. » Elle secoua la tête. Sa voix se brisa. « Non, c'est juste que je n'ai pas l'habitude de ça. Qu'on prenne soin de moi. » Il ne la pressa pas de s'expliquer. Il lui tordit simplement un mouchoir et dit « Tout le monde le mérite. Même vous. » C'est alors que de petits pas se firent entendre. Lily apparut, les cheveux en bataille, dans son pyjama étoilé. Elle serrait une feuille de papier contre sa poitrine et, sans hésiter, s'approcha et la posa sur les genoux d'Isabelle. « C'est pour vous, dit-elle fièrement. » Isabelle déplia le papier. C'était un dessin à la craie. Des couleurs vives remplissaient la page. Un grand homme aux cheveux bruns, une petite fille aux chaussures jaunes, et à côté d'eux, la silhouette vide d'une femme aux cheveux d'or. Perplexe, Isabelle leva les yeux. « Qui est ce ?» Lily sourit en montrant la silhouette. « C'est vous. J'ai laissé cet endroit vide pendant longtemps, en attendant quelqu'un qui y appartiendrait. Je pense que maintenant, ce doit être vous. » La gorge d'Isabelle se serra. Ses mains tremblaient en tenant le dessin. « Ma chérie, chuchota-t-elle, peinant à trouver ses mots. « Pourquoi moi ? Parce que vous êtes là, répondit simplement Lily, et vous ressemblez à quelqu'un qui a besoin d'une famille. » Isabelle laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot. Elle serra le dessin contre sa poitrine, et les larmes coulèrent librement sur ses joues. Pendant si longtemps, sa vie avait été un champ de bataille, salle de conseil, contrats et attentes. Elle était définie par des chiffres, le pouvoir et les apparences. Personne ne lui avait jamais fait de place, il n'y avait que des exigences sur ce qu'elle devait devenir. Pourtant, ici, dans cet appartement exigu à la peinture écaillée et au son des cris d'enfants, on lui offrait quelque chose qu'elle n'avait jamais connu, une place. Elle regarda Tylee qui se tenait silencieusement dans l'embrasure de la porte, les observant. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux disaient tout, acceptation, patience et un espoir tranquille. Isabelle se tourna de nouveau vers Lily, souriant à travers ses larmes. « Merci, ma chérie, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Lily gloussa et attrapa sa boîte de craie. « Alors je vais le rendre officiel. » Une robe violette, n'est-ce pas ? Isabelle hocha la tête, riant doucement à travers ses larmes. « Oui, c'est la violette. » Et tandis que Lily remplissait la silhouette vide de traits audacieux, Isabelle sentit quelque chose se détendre en elle, quelque chose de doux, de vivant. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait ce que signifiait appartenir à un endroit. La cheville d'Isabelle guérissait lentement. Chaque matin apportait un peu plus de force et un peu moins de douleur, mais marcher restait difficile. Elle détestait ce sentiment de faiblesse et le besoin d'aide. Mais Tylee ne la fit jamais se sentir diminuée pour autant. Il lui offrait son bras sans un mot, la laissant s'appuyer sur lui lorsqu'il se déplaçait dans l'appartement. Quand elle trébuchait, il la soutenait. Quand elle grimaçait de douleur, il faisait une pause. Il n'y avait aucune pitié dans ses gestes, seulement de la présence et de la patience. Juste un pas après l'autre, disait-il doucement, et Isabelle hochait la tête, se concentrant sur leur rythme commun. Un pas, une respiration, un équilibre. C'était devenu leur rituel silencieux, un rythme de confiance qu'aucun d'eux ne nommait à voix haute. Un samedi matin ensoleillé, Lily déclara qu'il était temps de faire des crêpes.
T'as pas les fait bien, dit-elle avec un haussement d'épaule exagéré, mais je parie qu'Isabelle les fait de façon exquise. N'y compte pas trop, prévint Isabelle avec un petit rire. Je n'ai jamais rien cuisiné de ma vie, même pas des toasts. Les yeux de Lélie s'écarquillèrent. Jamais. Tillet haussa un sourcil, ça va changer, ça va changer. Ils se réunirent dans la petite cuisine, se frôlant les coudes tandis qu'ils mélangeaient la pâte dans un bol en céramique fissuré. Lily se tenait sur une chaise pour atteindre le comptoir et ses boucles rebondissaient d'excitation pendant qu'elle donnait des ordres comme un chef expérimenté. Plus de lait, pas trop d'œufs et attends les bulles avant de retourner. Isabelle essaya de suivre les instructions, mais la première crêpe colla à la poêle, la deuxième se plia en deux et la troisième prit ceux d'une manière ou d'une autre. Tillet rattrapa la poêle, agitant un torchon pour chasser le mince filet de fumée. « Je pense que celle-ci est pour vous », plaisanta-t-il en poussant la masse carbonisée sur l'assiette d'Isabelle. Ils éclatèrent tous de rire, un rire franc, bruyant et sans contrainte, qui remplit la cuisine comme un rayon de soleil. Quand ils s'assirent enfin pour manger, les crêpes étaient difformes, un peu brûlées et certaines même crues au milieu. Mais Lily souriait en prenant une grosse bouchée. « Ce sont des crêpes idiotes », déclara. « T'es, elle, mais l'idiot, c'est bien. » Ils mangèrent lentement, savourant la lumière dorée qui inondait la table. Dehors, la ville bourdonnait, mais ici, à l'intérieur, le temps semblait s'être ralenti. Lily parlait de l'école, de la façon dont elle avait failli gagner le concours d'orthographe, de son enseignante qui portait des chaussettes avec des chats, et de comment elle avait dit à sa classe qu'Isabelle était peut-être sa nouvelle maman. Isabelle se figea un instant, croisant le regard de Tillet. Il ne réagit pas, se contenta de tendre le bras pour verser plus de sirop sur l'assiette de Lily, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ce soir-là, après que Lily se fut endormie au milieu de ses livres et de ses jouets, Isabelle et Tillet s'assirent sur le canapé, regardant les reflets des phares sur les murs. La télévision était éteinte. Le silence entre eux était confortable, pas vide. Isabelle serra la couverture contre elle. Sans réfléchir, elle se pencha et posa sa tête sur l'épaule de Tillet. Il ne bougea pas. Non. Elle sentait les battements réguliers de son cœur et la chaleur qui lui servait de point d'ancrage. « Tu ne le sais pas », chuchota-t-elle, « mais tu m'as sauvé de tant de choses. » Sa voix était à peine audible, mais il l'entendit. Il ne se tourna pas et ne demanda pas ce qu'elle voulait dire. Il dit simplement « Je n'ai sauvé personne. J'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Elle ferma les yeux. Cette réponse simple, honnête et anti-héroïque traversa tout le bruit dans lequel elle avait vécu pendant des années. Personne ne l'avait jamais regardée et vue simplement comme une personne. Il voyait une opportunité, une stratégie, un succès. Un succès! Mais Tillet avait vu quelqu'un qui souffrait et au lieu de s'éloigner, il était resté. Et c'est là qu'elle comprit. C'était peut-être ça, l'amour. Pas les grands gestes, mais la volonté de se tenir aux côtés de quelqu'un jusqu'à ce qu'il puisse à nouveau marcher seul. Tout a commencé par un appel téléphonique dans le couloir, puis la sonnerie de l'interphone. Et enfin des coups forts, insistants et trop familiers à la porte. Isabelle se figea, les mains encore pleines de savon. Tillet jeta un coup d'œil par la fenêtre et tira rapidement le rideau. « Ne bouge pas », dit-il calmement. Elle n'eut pas besoin de demander. À l'instant où elle vit l'élégante voiture noire garée dans la rue, elle comprit, on l'avait retrouvée. En quelques heures, d'autres arrivèrent, un caméraman, une femme en tailleur strict avec un micro, un avocat dont la cravate criait gestion de crise. Le trottoir devant l'immeuble se transforma en un véritable spectacle. Tillet se tenait près de la porte, les bras croisés, bloquant le Judas. De la chambre, la petite voix de Lily se fit entendre. « Pourquoi y a-t-il des gens dehors ? Pourquoi y a-t-il des gens dehors ?»« Tout va bien, ma chérie, » répondit Isabelle, s'efforçant de garder une voix stable. Ils se sont juste perdus. Plus tard ce soir-là, lorsque les journalistes furent partis, Isabelle reçut un message du conseil d'administration. L'offre était généreuse, des millions de dollars, une réintégration complète, un rebranding et une gestion de sa réputation. Tout ce qu'on lui demandait, c'était de revenir, de signer les papiers et de sourire pour les caméras, en faisant comme si de rien n'était. Elle fixa longuement le message, puis ferma son ordinateur et entra dans la cuisine, où Tillet essuyait la vaisselle avec un vieux torchon à carreaux. « Je n'y retournerai pas, » dit-elle. Il ne leva pas les yeux immédiatement. « Tu es sûr ?» « Oui, » répondit-elle. « On m'a offert plus d'argent que je ne pourrais jamais en dépenser, mais pas une seule fois, pendant toutes ces années, je ne me suis réveillé avec le sentiment que j'ai ici. » Il se tourna vers elle, le regard sérieux. « Quel sentiment éprouves-tu ici ?» Elle hésita, puis répondit. « Le sentiment d'être réel et en sécurité. » Il hocha la tête.
C'était tout ce qu'il avait besoin de savoir. Le lendemain matin, ils préparèrent un sac. Tiller installa Lily dans le camion et ils quittèrent la ville, empruntant des routes sinueuses bordées d'arbres, dont les feuilles commençaient à peine à dorer à l'approche de l'automne. Ils arrivèrent à une ferme tranquille, nichée dans un bosquet de bouleaux. Elle appartenait à la mère de Tillet, une infirmière à la retraite, aux doux cheveux gris et aux mains capables de faire sentir à n'importe qui qu'il était de nouveau un enfant. Elle regarda Isabelle sans poser de questions et dit « Il y a du pain chaud dans le four et un lit propre à l'étage. » Cette nuit-là, sous un ciel parsemé d'étoiles, Isabelle et Tillet étaient assis sur les marches du porche, une couverture usée sur les genoux. « Je pensais que j'avais tout, dit-elle. Les titres, les biens, le pouvoir. » Il ne dit rien, attendant simplement. Et pourtant, continua-t-elle, tout était vide. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais renoncé à moi-même juste pour être considéré comme une réussite. Tiller prit une lente gorgée de thé et dit doucement « Il ne voyait que ton nom, pas toi. » Exactement, acquiesça-t-elle. Il regarda le champ. « Je sais ce que c'est que d'être vu pour ce qu'on n'est pas. » Elle se tourna vers lui. « Raconte-moi. » Et prit une profonde inspiration. « Il y a eu un incendie il y a des années, dans une petite maison. Je suis arrivé le premier et j'ai sorti une petite fille. Elle pouvait entendre la tension dans sa voix. Elle n'a pas survécu. J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais ça n'a pas suffi. » Elle tendit la main vers la sienne. « Tu portes encore ça en toi, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Chaque jour. » Il n'y avait plus rien à dire. Le silence entre eux n'était pas lourd, il était partagé. Ils restèrent simplement assis, leurs doigts entrelacés sous le ciel nocturne. Deux personnes qui avaient chacune perdu quelque chose et qui commençaient maintenant, doucement, à trouver autre chose. Ils ne parlèrent ni d'amour ni de promesses, mais lorsque Tyler la regarda et qu'elle soutint son regard sans ciller, ils surent tous les deux, ils s'étaient attendus, et maintenant plus aucun d'eux n'attendait seul. La salle du conseil était plus froide qu'elle ne s'en souvenait non pas en termes de température, mais d'atmosphère. Les murs de verre poli, les sols en marbre et les finitions métalliques reflétaient chaque centimètre stérile de l'espace où Isabelle Murau commandait autrefois l'attention d'un simple regard. Maintenant, elle boitait. Ses pas résonnaient dans un rythme inégal, un talon traînait légèrement à cause de sa cheville, en voie de guérison. Elle ne portait ni robe de créateur, ni diamant, seulement un tailleur bleu marine impeccable et une détermination qui brûlait dans ses yeux comme un feu. Toutes les têtes se tournèrent. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Elle est revenue. Elle est vraiment venue. À quoi pense-t-elle? Mais personne ne l'arrêta. David Langston se tenait à l'avant de la salle, affalé avec suffisance à la place qui lui avait autrefois appartenu. Il sourit en se penchant vers le micro. « Mademoiselle Murau, dit-il, suintant une fausse politesse, quelle surprise. Je supposais que vous aviez finalement accepté votre place en dehors du conseil. » Isabelle ne céda pas. Elle s'avança au centre de la pièce et, s'appuyant sur la table, fit face à la foule d'actionnaires, de dirigeants et d'anciens alliés. Sa voix était claire et inébranlable. « Je suis revenu pour finir cela de la bonne manière. » David ouvrit la bouche pour répondre, mais elle leva une main avec une autorité calme et tranquille, celle qu'elle maniait autrefois comme une lame. « Je ne marche peut-être plus comme avant, » dit-elle en jetant un bref regard à sa cheville, « mais je me tiens plus droite aujourd'hui, car je me bats pour moi-même. » Le silence se fit dans la salle. D'un clic sur son ordinateur, les grands écrans derrière elle s'illuminèrent de tableaux, de courriels et de notes confidentielles. Tout était diffusé dans la pièce, les preuves de transactions frauduleuses, de contrats truqués et de corruption interne orchestrée par David et plusieurs autres membres du conseil. Des halètements rompirent le silence. Plusieurs personnes s'agitèrent mal à l'aise sur leur siège. Isabelle se tourna lentement, établissant un contact visuel avec chaque personne dans la pièce. « Vous pensiez que j'avais disparu parce que j'étais faible, dit-elle. Mais je suis parti parce que j'avais besoin de me souvenir de qui j'étais avant que vous ne me convainquiez tous que je devais être quelqu'un d'autre. » David se leva brusquement, tentant de reprendre le contrôle. « C'est de la folie. As-tu la moindre idée de ce que cela pourrait te coûter ?» Elle le regarda vraiment, et pour la première fois, elle vit à quel point il était petit. « J'en ai une idée, dit-elle, et je suis prête à en payer le prix. » Elle sortit un document de son dossier et le posa sur la table avec une précision délibérée. « Voici ma démission officielle. Elle prend effet immédiatement. Je renonce à mon poste, à mes actions et à chaque once de contrôle que vous pensiez avoir sur moi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. « Vous pouvez garder vos sièges au conseil, vos stocks, options, votre empire bâti sur la peur et le silence, ajouta-t-elle, mais je n'en ferai plus partie. »
L'une des actionnaires, une femme âgée qui avait été le mentor d'Isabelle à ses débuts, se pencha en avant. Sa voix était rauque lorsqu'elle chuchota « Pourquoi ?» La voix d'Isabelle s'adouçait, mais devint encore plus forte. Parce que je ne suis pas un produit, ni une marque, ni un pion dans le jeu de quelqu'un d'autre. Je suis une personne. La vieille femme hocha lentement la tête, retenant son émotion. David, toujours debout, tenta une dernière fois. « Tu le regretteras. Tu jettes tout par la fenêtre. » Isabelle lui lança un dernier regard. « Non, dit-elle. Je m'éloigne de ce qui ne m'a jamais vraiment appartenu. » Elle rassembla son ordinateur et son dossier avec une grâce tranquille. Alors qu'elle partait pas après pas boitillon, personne n'osa l'arrêter, pas cette fois. Et lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière elle, elle ne pleura pas et ne trembla pas. Elle expira. Dehors, le soleil commençait à se coucher et le ciel brillait de teintes ambrées et roses. La ville en contrebas bourdonnait de vie. Isabelle sortit sur le trottoir, non pas en tant que PDG, mais en tant que femme qui s'était enfin choisie. Et pour la première fois depuis des années, ses épaules ne portaient pas un empire, mais seulement sa propre vérité. Et c'était plus que suffisant. Quand Isabelle retourna à l'appartement, il était tel qu'elle s'en souvenait, modeste, chaleureux et rempli d'une joie tranquille. Le soleil de l'après-midi filtrait par la fenêtre de la cuisine, projetant des rayons dorés sur le sol. Sur le petit balcon, Tillet était accroupi à côté d'une jardinière, aidant Lily à déterrer des soucis fanés. Leurs mains étaient couvertes de terre. Isabelle se tint silencieusement dans l'embrasure de la porte, les observant, le cœur plein. Elle sortit doucement sur le balcon et sa voix se fit tendre. « Avez-vous de la place pour un jardinier de plus ?» Tillet leva les yeux. Son visage s'illumina non pas de surprise, mais de l'assurance tranquille de celui qui attendait. Il hocha la tête, toujours. Lily courut vers Isabelle, avec une trace de terre sur la joue et un large sourire. « On plante de nouvelles fleurs. Celle-ci sera orange. Tu peux choisir la suivante. » Isabelle s'agenouilla et plongea ses mains dans la terre avec eux. Là, dans le geste simple de planter quelque chose de nouveau, elle sentit ses propres racines se renforcer. Les jours passèrent, et Isabelle investit son énergie dans ce dont elle n'avait fait que rêver, la maison de Lily, une organisation à but non lucratif pour les femmes qui avaient été manipulées, maltraitées ou rejetées par des structures de pouvoir similaires à celles qu'elle avait fuies. Tillet l'aida à créer le site web. Lily insista sur le nom, expliquant « Les fleurs poussent mieux quand elles ont du soleil et de l'amour ». Au cœur de la mission de la maison de Lily se trouvait cette idée. Personne ne devrait avoir à mériter la sécurité ou à mendier la gentillesse. Le monde avait laissé tomber tant de femmes, et Isabelle allait aider à réécrire cette histoire. Un soir, après le dîner et une séance d'entraînement désordonnée au retournement de crêpes, ils se blottirent tous les trois sur le canapé. Lily était nichée contre Isabelle. Des crayons et des dessins étaient éparpillés sur la table basse. Le bourdonnement de la ville entrait par la fenêtre ouverte. Lily se tourna vers Isabelle avec son sérieux habituel. « Tu vas rester ici pour toujours. » Isabelle plongea son regard dans ses grands yeux pleins d'espoir. « Je t'ai déjà dessiné dans notre famille », ajouta Lily en brandissant un dessin. Dessus, 3 silhouettes se tenaient devant un jardin de fleurs, un grand homme, une petite fille et une femme blonde dans une robe éclatante. « Je ne veux pas avoir à t'effacer plus tard. » La gorge d'Isabelle se serra. Elle attira Lily plus près et lui chuchota « Si jamais tu as besoin de moi, ma chérie, je serai toujours là. » Plus tard dans la nuit, Tillet la trouva sur le balcon, regardant la ville. « J'ai quelque chose pour toi, » dit-il en venant à ses côtés. De sa poche, il sortit un petit bracelet tressé de fils colorés inégales, mais clairement fait à la main. Isabelle le prit délicatement. « C'est Lily qui l'a fait. » Elle a appelé ça un bracelet d'engagement, sourit-il. Elle a dit que ce n'est pas une bague de fiançailles, mais elle se demandait si tu voudrais d'abord être une maman non officielle. Le rire d'Isabelle se transforma en une larme. Elle passa le bracelet à son poignet, il était parfait. Pour la première fois de ma vie, chuchota-t-elle, j'ai l'impression d'être choisie juste pour qui je suis. Tillet prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Il n'avait pas besoin de grandes déclarations. Tout ce qui comptait était déjà planté dans le jardin, résonnait dans le rire de Lily et tenait dans les petits fils d'un bracelet fait avec espoir. Au cours des mois suivants, les journées d'Isabelle furent remplies de guérison, la sienne et celle des autres. La maison de Lily s'épanouit avec des histoires de résilience. Des femmes reprenaient pied et des enfants se remettaient à sourire pour la première fois depuis des mois. Isabelle prenait discrètement la parole lors d'événements communautaires, travaillait tard avec des bénévoles et rentrait toujours à l'appartement qui était devenu son foyer. Un matin,
Lily accourut du balcon avec un nouveau dessin. Regarde, rayonna-t-elle. Elle, c'est nous en train de planter des fleurs. C'est notre jardin pour toujours. Isabelle s'agenouilla et l'embrassa sur la joue. Oui, ma chérie, c'est exactement ça. Dans le doux murmure de la vie quotidienne, dans les petits déjeuners partagés, les mains sales dans le jardin et les soirées tranquilles à lire des histoires, Isabelle trouva ce qu'aucun titre d'entreprise ne lui avait jamais donné. Elle n'était pas seulement en sécurité, elle était vue et elle était aimée. Et cette fois, ce n'était pas parce qu'elle avait du pouvoir, mais parce qu'elle avait choisi de rester et avait été choisie en retour. Parfois, la famille n'est pas celle dans laquelle on est, mais celle que l'on construit. C'est un acte de gentillesse à la fois. Isabelle ne s'était pas seulement éloignée du pouvoir, elle s'était rapprochée de quelque chose de réel. D'une petite fille qui croyait en elle, d'un homme qui ne lui avait jamais demandé d'être parfaite, et d'une vie où l'amour ne venait pas avec des conditions, mais seulement avec des choix. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de lumière aujourd'hui. Et si vous croyez au pouvoir de l'amour, de la guérison et des secondes chances, abonnez-vous pour plus d'histoires de bienveillance et d'amour. Car chaque semaine, nous vous apportons des récits qui nous rappellent que la gentillesse est la plus belle des histoires d'amour.